Merci, merci peuple de France, ici rassemblés, de m'avoir permis d'être votre président de la République. Il y avait François Hollande, il y avait Ségolène. Vous étiez camarade, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Camarade est un bon mot à l'époque. Oui, sans se plaindre du terme. Il devait dire, bien entendu, qu'il n'apprenait rien du tout, que le système de formation était nul. On nous mettait les uns contre les autres, un peu comme des courses de rats. Ben oui, il y avait effectivement Cambacérès, Sapin, il y avait Frédéric Bredin, il y avait Christian Tardivon. Je me souviens d'un article de l'Express qui s'appelait « La promo des promus ». La promotion Voltaire est un peu un concentré. C'est un concentré à la fois de tout ce qu'on a pu reprocher à l'ENA, et Dieu sait si la presse n'a pas été tendre à notre égard, mais de tout aussi ce qu'a réellement été l'ENA dans le pouvoir. On est donc la première promo de l'exercice de la gauche au pouvoir. François Hollande, président, avait annoncé la République exemplaire. En fait, de République exemplaire, on a la promo Voltaire. Et c'est ici, dans cet endroit, qu'on prenait les photos en fin de scolarité. Vous voyez, les fenêtres que vous voyez sur toutes les photos des promotions de l'ENA, c'est celles qui sont là. J'ai remarqué que sur la photo, il y avait François Hollande, il y avait Ségolène Royal, il y avait Sylvie Hubac, il y avait Pierre-René Lemas, il y avait Jean-Pierre Jouyet. Donc finalement, on retrouve les équipes actuelles, on retrouve autour de lui sur la photo. Donc c'est la preuve qu'il y avait quand même un petit groupe amical qui se retrouvait même sur la photo. Alors ça, c'est possible. En tous les cas, on était très amis. Et avec Sylvie, on était très amis avec François Hollande. Vous savez, c'est une promotion, on était tous très liés les uns aux autres. Ceux qui sont devenus très connus, puis ceux qui ne le sont pas et qui ont vécu leur vie administrative. Fin des années 1970, François Hollande et l'élite d'une génération se retrouvent à l'ENA qui forme depuis 1945 des hauts fonctionnaires et quelques politiques. Mais cette promotion de 160 élèves va sortir du rang. Hyper politisée, elle va donner à la France un Premier ministre, une candidate à l'Élysée, un président, des députés, des grands patrons. Ils vont écrire dès l'ENA le premier chapitre d'une histoire très française où les liens d'amitié et les réseaux d'influence ne font qu'un. En fait, on est dans l'endroit, l'équivalent de la péniche à Sciences Po, c'est un endroit où lorsqu'on rentrait à l'ENA et on voulait rencontrer des amis, on se retrouvait ici. En fait, il y avait des grandes banquettes qui étaient rouges à l'époque, une cafétéria, enfin, c'était le lieu convivial de l'ENA à l'entrée. Donc on y passait très souvent. C'est là où François Hollande préparait ses coups, tu vois. Voilà. Et donc c'est là que s'organisaient les réunions amicales, enfin, en dehors des cours. Avec le recul, on se rend compte qu'il y avait dans la promotion Voltaire des personnalités très originales, très fantaisistes même, que je ne retrouve pas dans les promotions suivantes de l'ENA ou dans les promotions précédentes. Si mythe médiatique de la promotion Voltaire existe, c'est justement par rapport à ces noms. La vraie différence, et qui donne un effet grossissant sur cette promo, c'est justement qu'il y a une surreprésentation d'acteurs politiques importants. Il y avait beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Regardez l'amphi de choix du nom de promo. Cette avalanche de noms de promo extrémistes, fantaisistes, parfois désopilants comme Trou des Halles. Vous avez su qu'il y a eu une proposition pour appeler la promotion Trou des Halles. Bon, vous voyez quand même, c'est une promotion de gens qui sont dans l'esprit, je dirais, de mai 68. Enfin, heureusement pour François Hollande, Trou des Halles n'a pas été retenu. Je pense que le président de la République préfère la référence à Voltaire. A failli l'emporter, avant le nom de Voltaire, celui de Droits de l'homme. Je ne me souviens plus qui a proposé le nom de Voltaire pour la promotion. Il me semble d'ailleurs que ça a été adopté un peu par consensus mou. Et Voltaire gagne contre Droits de l'homme.
Donc Voltaire passe pour être le choix de la gauche contre le droit de l'homme qui serait celui de la droite, ce qui est quand même, avec le recul du temps, un peu cocasse. Ça donne lieu à des débats en général un peu imbéciles, me dit-on, parce que moi je n'y ai jamais assisté. Donc je suis contre cette affaire-là. Pour moi, la promotion Voltaire, c'est la promotion 1980. Cette promotion a passé le concours et a réussi le concours en 1976. Pour les garçons, donc, on a fait notre service militaire en 1977. Et en 1978, on était toute l'année en stage. Donc, soit dans les préfectures, soit dans les ambassades. Et le début de la scolarité, c'est 1979. La parole est à Madame Marie-Françoise Bechtel, rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. La promotion Voltaire s'est trouvée formée par le barisme et le giscardisme, puisque nous sommes entrés à l'ENA dans des années où c'était la doctrine de Raymond Barre qui prévalait. Alors aujourd'hui, elle ne surprend plus, c'était le non-déficit budgétaire. Et donc nous étions tous formés, nourris, éduqués au lait de la direction du budget et de la politique du gouvernement, avec cette idée qui était très forte chez Giscard. On a beaucoup oublié Giscard. Giscard se présentait comme l'homme rationnel. Je prends l'exemple des finances publiques, qui est le plus parlant. J'avais pour maître de conférence Louis Schweitzer, à l'époque, qui était chef de bureau au budget. Et je l'entends encore à la première séance nous dire, mais le budget n'est ni de droite ni de gauche, le budget est transversal, le budget est à soi tout seul une école. Beaucoup d'entre nous avions été, à un moment ou à un autre, des élèves de Raymond Barre à Sciences Po. On avait lu les ouvrages de Raymond Barre. Raymond Barre était Premier ministre. Donc il y avait une espèce de référence comme ça. Il y avait la réflexion sur les dévaluations du franc à venir, qui était d'ailleurs considérée comme totalement inéluctable dès que la gauche viendra au pouvoir. Donc on vient de ça. Mais à nouveau, je crois que ces formations, ces années de formation, elles étaient surplombées, si j'ose dire, par autre chose, qui était une espèce d'immense espérance sociale. La certitude qu'on pouvait faire mieux, la certitude qu'on pouvait lutter contre le chômage, la certitude qu'on pouvait lutter contre les inégalités sociales qui étaient considérables à l'époque. Nous avions le sentiment qu'une certaine France allait changer, qu'on était au bout d'un cycle. Il y avait des échéances politiques importantes. 78, en fait, on pensait que la majorité passerait à gauche, et donc que le statut de l'ENA serait au cœur, en fait, d'un certain nombre de réformes. Cette promotion a connu les élections de 78, c'est-à-dire l'échec de la gauche à venir au pouvoir dans le cadre de ce qu'aurait pu être la première cohabitation. Donc on se posait la question, qui pouvait être leader de la gauche? Est-ce que c'était François Mitterrand ou Michel Rocard? Moi, j'étais avec François Mitterrand, derrière François Mitterrand. À l'ENA, François Hollande était un leader. Indéniablement, il était très charismatique. Ça a toujours été dans la promotion un leader qui allait vers les autres, qui a surtout un sens de la relation tout à fait exceptionnel. J'ai un souvenir très net de messieurs Sapin et Hollande qui, dans mon souvenir, étaient un peu deux faces. Il y a une interchangeabilité. On sentait bien que c'était deux garçons qui voulaient probablement faire une carrière politique, même si on ne le formulait pas aussi nettement que ça. Mais si on m'avait demandé à l'époque lequel des deux ferait la carrière la plus brillante, je n'aurais pas pu le dire, franchement. À l'ENA, François Hollande et Michel Sapin s'imposent comme les chefs de file des étudiants de gauche. Ils créent leur propre organisation, le Carena. La gauche voulait changer la France, eux et quelques autres rêvaient que l'ENA soit le moteur du changement. On était, oui, au moins 4 à avoir participé après à la création de ce qu'on a appelé le Carena, Comité d'action pour une réforme de l'ENA, qui était une vision issue du syndicalisme étudiant, mais appliquée à la réflexion sur le rôle de l'État, le rôle des hauts fonctionnaires dans la France d'aujourd'hui, et bien sûr le rôle de la gauche dans la transformation d'une société comme la nôtre. Il y avait la thématique de l'égalité aussi qui était très importante. Est-ce qu'on remettait en cause le concours? Est-ce qu'on remettait en cause le classement? On n'avait pas tous la même sensibilité. Moi, j'étais plutôt gaulliste. J'étais gaulliste de gauche. Ça faisait d'ailleurs sourire beaucoup de mes camarades. Et on s'est retrouvés autour de cette volonté d'avancer en commun.
Traditionnellement, il y avait toujours 2 syndicats à l'ENA, CFDT et Force ouvrière. En gros, les élèves qui étaient à gauche votaient CFDT, ceux qui étaient à droite votaient Force ouvrière. Et on est la seule promotion où il y a un 3e syndicat qui était le Carena, créé par François Hollande. Au début, on était une demi-douzaine en fait autour de François Hollande, enfin actif, militant, rédacteur du projet, mais petit à petit, et comme il l'a fait d'ailleurs pendant la campagne présidentielle, il a fédéré de plus en plus large. Il fédérait par sa conviction, par son talent oratoire et aussi par son humour, hein, qu'il ne faut pas négliger parce que c'était vraiment une arme de guerre, je dirais, son humour qui était extraordinaire. Et les gens adoraient être avec lui, adoraient rigoler avec lui. Donc il était de loin le plus populaire de la promotion grâce à ça. Je ne me rappelle pas la raison pour laquelle ils ont créé ce mouvement séparatiste, indépendantiste, non révolutionnaire, mais autonome. Donc la raison principale de la création du Carena, c'était de faire un syndicat de gauche qui soit dans la réforme de l'ENA et pas dans la suppression de l'ENA. La raison subsidiaire, c'était qu'effectivement, c'était une assez bonne machine de guerre pour faire élire François Hollande et quelques autres dans la délégation des élèves de 8 personnes. C'est en effet à l'ENA que François Hollande a remporté sa première victoire électorale au conseil d'administration. Son programme, réformer l'ENA et gérer des rapports de force, déjà. Il y avait 8 sièges à pourvoir aux élections. C'était des élections à l'équivalent du comité d'entreprise. Hein. Et le Carena, on en a obtenu 5 sur 8. Et après, il y avait un siège au conseil d'administration pour les élèves, et c'est François Hollande qui a été élu comme représentant des élèves de la promotion auprès de la direction. En fait, c'était le Parti socialiste qui arrivait au pouvoir, qui allait arriver. Tout le monde le savait. Et donc, ceux qui étaient comme moi de gauche votaient pour eux. Et puis, de l'autre côté, il y avait la liste autonome. On sait que c'est la rhétorique pour la droite. Et donc, les élèves de droite votaient à droite. Et d'ailleurs, on se partageait moitié-moitié, comme les Français à l'époque. On était vraiment les empêcheurs d'administrer en rond au sein du conseil d'administration. Hollande était quelqu'un qui comprenait très vite les problèmes, qui savait très bien jusqu'où les uns et les autres pouvaient aller. Et donc, c'était toujours plutôt un conciliateur. On avait eu des discussions, on ne trouvait pas toujours des solutions. On n'était pas toujours, bien sûr, d'accord avec ce que souhaitait Carena. Mais quand il partait, Hollande était le dernier, et il me disait toujours, « Monsieur le directeur, ne vous inquiétez pas, ça s'arrangera. » Il se trouve que je voulais, avec d'autres, réformer l'ENA, parce que je considérais que c'était une école du pouvoir, ce qui n'était pas d'ailleurs condamnable, mais qui avait un mode de recrutement très étroit et des pratiques qui ne me paraissaient pas être tout à fait conformes à ce que je pensais être un État moderne. Et ça m'a donné une expérience à la fois d'être choisi par mes condisciples et puis ensuite d'être capable de défendre dans un conseil d'administration où il y avait tous les hauts représentants de la fonction publique une certaine conception de l'État. Puis il y en avait qui tangentaient un peu, qui étaient un peu moins intégrés. Je veux dire, Dominique de Villepin, par exemple, bon, on s'était repéré, il faisait partie, enfin moi je le connaissais, mais par rapport à eux, si vous voulez, il y avait des liens, mais il vivait sa vie de manière plus autonome, quoi. Et il était moins, enfin, il n'était pas présent au week-end qu'on a passé à la sortie de l'école, par exemple. Voilà. J'ai connu Dominique de Villepin à l'ENA, qui était une de nos grandes figures dans la promotion, en tous les sens du terme, avec beaucoup de panache déjà, et une personnalité qui n'était pas celle des autres. Une personnalité flamboyante, une culture générale extraordinaire, un artiste, un poète. Dominique de Villepin était très en retrait. Autant François Hollande était présent, était chaleureux et bon camarade, autant Dominique de Villepin était absent et peu porté au contact et à la poignée de main cordiale. Dominique de Villepin était peu connu de la promotion, c'est-à-dire qu'il ne participait pas aux débats, aux échanges
Je pense par exemple aux échanges qu'on avait avec nos opposants, entre guillemets, les camarades de droite du syndicat FO. Il n'en faisait pas partie, on ne le voyait pas. Enfin, c'était quelqu'un qui était très bûcheur, avec sa sœur aussi, dans son coin, mais qui ne participait pas à la vie, on va dire, active, militante ou d'échange de l'ENA. En tout cas, on l'a découvert après, lorsqu'il a fait la carrière qu'on connaît à l'Élysée. Moi, je ne me souvenais même pas de lui, moi. Ouais. Moi, je connaissais son nom, quand après, j'ai vu apparaître Promotion Voltaire, il était à la Promotion Voltaire, j'ai recherché. Donc c'est vrai, je confirme. Je suis étonné qu'on ait pu ne pas le voir. Peut-être qu'il ne se promenait pas dans les couloirs, mais enfin, il travaillait très régulièrement. On travaillait ensemble très régulièrement. Mais c'est vrai qu'il était très détaché. Je crois qu'il se fichait un peu de son rang de sortie, finalement. Il avait une certaine réputation parce que dans l'éducation physique et les sports, qui n'est pas la première spécialité de l'ENA, il brillait. Je crois qu'il a été le premier et probablement dernier énarque à sauter plus d'1,80 m en hauteur. Alors ça se savait. L'ENA, ce sont aussi des séminaires et des stages où les voltairiens vont façonner leur grille de lecture de la France et du monde des années 80. Toutes ces salles, en fait, sont des salles de training de langue, avec un animateur, donc qui est ici. Et puis, en fait, des petits groupes, on était 6, 8. On s'en servait aussi pour autre chose. On pouvait s'en servir autre chose, si elles étaient libres, oui. Oui, on s'en servait aussi. Ouais. Je crois que c'est là qu'on faisait nos réunions de séminaires. On pouvait avoir des réunions de séminaires aussi, comme là-bas. Voilà, comme là-bas. On travaillait, donc au cours de cette année 79, on avait un groupe de séminaires dans lequel on était 7 ou 8 spécialisés sur un sujet. Il fallait pondre ensuite un rapport pour la fin de l'année. Donc vous aviez 1 ou 2 animateurs de fond qui travaillaient avec nous. Et il y avait un psychosociologue de groupe. Quand je vous dis qu'on était quand même dans la période post-68, qui veillait donc à l'harmonie du groupe, au respect mutuel, à ce que tout se passe bien, etc. Enfin, je veux dire, c'est complètement dément d'ailleurs comme mode d'organisation, mais voilà, c'était une période très particulière. Il y a eu 1 ou 2 groupes de séminaires où j'étais, par exemple, j'étais avec Frédéric Bredin, dans le groupe de travail sur le transport maritime, et puis dans celui, je crois, du droit de la presse. Voilà. Mais Frédéric, elle avait le sens de la compétition, donc de toute façon, on n'échangeait pas les notes. Je n'ai pas du tout aimé la partie théorique, en plus la partie où on avait des examens constamment, qui étaient en fait des concours, où on nous mettait les uns contre les autres, un peu comme des courses de rats. Enfin, c'était vraiment très pénible et parfois très violent. En revanche, j'ai beaucoup aimé le stage, qui est où vous êtes projeté, alors que quand vous avez 20 ans, dans des situations inattendues. Moi, j'étais par exemple en Corse, à la préfecture d'Ajaccio. J'ai connu les Nuits Bleues, j'avais 20 ans. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et on avait, alors comme stagiaire, des responsabilités tout à fait formidables. Mon stage, je le fais d'abord à Beyrouth, pendant 9 mois. Oui, en plus, la guerre avait recommencé au bout de 2 mois après mon arrivée, donc ça a été une expérience très, très particulière. Entre le bombardement des quartiers chrétiens par les Syriens, j'ai vécu l'invasion du Litanie par Israël, des bombardements de camps palestiniens dans lesquels je me suis trouvée. J'ai eu la chance de voir Arafat dans les sous-sols, les souterrains du sud Liban. Enfin, c'était une aventure incroyable. J'étais le premier stagiaire de l'ENA en Chine pendant longtemps. Et après, j'avais été mis, pas en Corrèze, mais dans le Cantal. Donc c'était un peu pour me faire voir quand même la France profonde après avoir la Chine. Et j'avais fait un article dans Le Monde sur mon expérience en Chine. Alors le téléphone sonne vers 16h. Je me dis, vous savez où arrive le journal Le Monde quand il sort moi, je sens qu'il va y avoir quelque chose de grave. Il arrive sur le bureau du ministre et sur le bureau du directeur de l'école. Et on a vu que vous aviez fait un article sur votre stage. Vous savez que c'est formellement interdit. Et puis, il y avait un stage ouvrier. Et le stage ouvrier, pendant 3 semaines, j'étais chauffagiste, au milieu des chauffagistes dans des HLM pour aller réparer des tuyaux, des chaudières, etc. Je garde un excellent souvenir de cette période. Moi, à titre personnel,
ça m'intéressait, si vous voulez, j'allais dire d'aller au charbon, sans mauvais jeu de mots, puisqu'il s'agissait de la sidérurgie, mais d'aller connaître une réalité sociale qui n'était pas celle de mon environnement personnel. Donc la promo comptait quand même beaucoup d'énarques qui étaient issus de familles très aisées, qui vivaient dans les beaux arrondissements parisiens, soit dans leur famille, soit dans des appartements qui étaient payés par leur famille. Mais il y avait aussi un certain nombre d'élèves qui étaient passés par le concours interne, donc qui est réservé aux fonctionnaires, qui étaient issus de milieux plus modestes ou classe moyenne. J'étais fille d'agriculteur, fille de paysan. C'était quand même une gloire dans une promotion de l'ENA. On dit qu'il y en a beaucoup moins maintenant qu'il y en avait à l'époque. Il y a beaucoup moins de paysans aussi d'ailleurs. Mais bon, j'avais donc effectivement pas le même profil sociologique. Pour ce qui est donc des élèves du concours interne de milieux plutôt modestes, ils avaient l'impression vraiment d'entrer dans un monde qui n'était pas le leur. Et ils sentaient, à tort ou à raison, quand même un certain mépris vis-à-vis d'eux. Il y a toujours une petite prime, je dirais, sociologique à des gens qui, dès l'enfance, étaient préparés à cet exercice. Autrement dit, dans leur milieu personnel, familial, avaient déjà tout le background, comme on dit, nécessaire pour être sur les rails. Pendant la scolarité de l'ENA, ce n'est quand même pas forcément la solidarité qui domine. En particulier les plus jeunes, qui étaient peut-être d'une volonté, d'une agressivité plus grande en termes de classement ou de compétition avec les autres. Le travail l'emporte quand même sur le reste, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire la fête, etc. D'ailleurs, quand je suis devenue directrice de l'ENA, j'ai constaté que les élèves faisaient beaucoup plus la fête, ça m'avait semblé être le cas quand j'étais élève de l'ENA. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Une fête, ils en firent au moins une à la fin de leurs études, avec pour animer la soirée, une vidéo sous la forme d'une parodie de JT. Chers téléspectateurs, le tour de force va s'achever demain. À la veille de la proclamation des résultats, le numéro spécial de notre journal télévisé est consacré à cette chevauchée héroïque. Depuis leur enfance, les champions ont rêvé d'y participer, bercés dans le souvenir des grands vainqueurs de l'épreuve qui sont devenus des gagnants dans la vie. J'espère vraiment sortir dans les premiers, enfin être dans les premiers, parce que je me suis bien préparé et je pense que vraiment je serai très bon comme d'habitude. Je pense que vraiment je serai très bon comme d'habitude. Je pense que vraiment je serai très bon comme d'habitude. Quelques kilomètres plus loin, l'un des athlètes les plus préparés connut une crampe terrible. Un effort trop violent effectué probablement afin de distancer son rival le plus proche. L'affaire est d'autant plus navrante que, comme vous le savez, ce passage, l'attaque d'une deuxième partie de PBF, particulièrement raide, aurait mis en valeur d'éminentes qualités que l'athlète avait soigneusement cachées. Vos impressions sur l'ensemble de l'étape, vraiment pédalo? Mais je vous ai dit, c'était vraiment joli. Vraiment, l'étape était très bien faite. Là, je félicite les organisateurs parce que vraiment, ils ont trouvé un itinéraire vraiment intéressant avec des mets en thé, des desserts. Des places, et là on pouvait lancer, j'ai monté à 40, là j'étais à 40, 45. Il y a donc ce groupe autour de François Hollande qui était considéré un peu comme des galurons, qui se voyaient beaucoup passer des week-ends ensemble, ce genre de choses. Mais l'ensemble de la promo n'était pas non plus des gros fêtards, hein. Déjà parce qu'ils avaient énormément de travail pendant cette scolarité. Il faut savoir que sur ces 2 ans et demi de scolarité, plutôt à tort aujourd'hui, mais ils avaient réellement l'impression de jouer leur vie. C'est-à-dire, à leurs yeux, le classement sorti déterminait les 30 ans à venir. On a découvert notre classement et nos notes le dernier jour, c'est-à-dire la veille de cet amphithéâtre. À la sortie, alors ce qu'on appelle l'amphi-garnison, qui ne s'en souviendrait? C'était un moment particulièrement dramatique. La veille au soir, vous recevez sous enveloppe fermée vos possibilités. Selon votre classement, vous pouvez aspirer à ceci, 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 cela. Alors, plus vous êtes haut, moins ça pose de problème. Vous avez ce que vous souhaitez. Mais au niveau moyen et au niveau bas du classement, ça dépend des choix qui sont faits pour ceux qui sont avant vous. Et c'est à ça que sert l'amphi-garnison. J'apprends que je suis major un beau matin. Et on appelle un par un les élèves dans l'ordre du classement. Ils annoncent leur choix. Il y a de temps en temps des ruptures dramatiques de séance pour de dernières négociations. J'ai le souvenir d'avoir vu des camarades absolument éberlués, pleurant, soit parce qu'ils avaient un résultat bien supérieur à celui qu'ils escomptaient, soit sur l'inverse. On ne se dit pas, ça y est, je suis président de la République. La preuve d'ailleurs, c'est que
J'aurais eu tort de me dire ça. Alors là, ça se ramifie. Là aussi, on a les deux bras du fleuve, le Conseil d'État et l'Inspection des Finances. Les majors de l'ENA se partagent entre le Conseil d'État et l'Inspection des Finances. L'Inspection des Finances est choisie plutôt par ceux qui veulent faire une grande carrière en entreprise publique et particulièrement dans les banques et dans le secteur de l'assurance. C'est le tremplin royal, ou ça l'était en tout cas à l'époque, pour faire carrière dans la banque et dans l'assurance. Moi, je suis sorti au ministère des Finances et à la Direction générale des impôts. Voilà. Donc j'ai servi pendant 10 ans, signé à la sortie de l'ENA un contrat pour 10 ans, parce qu'évidemment on était payé à l'ENA. Donc la contrepartie, à partir du moment où l'État nous payait nos études, c'est qu'on s'engage à servir l'État un minimum de temps. Et François Hollande, effectivement, était très bien sorti et n'a pas pris, non pas la grande surprise, parce qu'il l'avait annoncé avant, mais n'a pas pris l'inspection des finances, mais la Cour des comptes, pour avoir plus de temps, plutôt plus de disponibilité pour faire de la politique, ce qu'il avait déjà envie de faire. Au moment du choix, j'ai pris la Cour des comptes plutôt que l'inspection des finances parce qu'elle me donnait plus de liberté, tout en m'assurant un déroulement de carrière qui m'aurait conduit, si j'avais fait le choix de rester dans l'administration, à des fonctions financières qui me plaisaient. Et puis il y avait une autre raison plus sentimentale, c'est que je pouvais choisir l'inspection des finances, mais à ce moment-là, j'étais le dernier à pouvoir le faire. Et donc, si je choisissais la Cour des comptes plutôt l'inspection des finances, ça permettait à mon ami Jean-Pierre Jouyet de devenir inspecteur des finances. Et lui, il y tenait particulièrement, alors que moi, je pensais que la Cour des comptes m'offrait à la fois un service de l'État digne d'intérêt et en même temps une certaine liberté pour très tôt m'engager. Et ça tombait bien, puisque nous étions en 1980, l'élection présidentielle se dessinait, François Mitterrand cherchait de nouveaux collaborateurs. Et en plus, arrivait la victoire, ce que je ne pouvais pas prévoir, mais enfin, j'y travaillais, l'alternance de 1981, ce qui m'a permis de venir ici comme jeune chargé de mission à l'Élysée. En septembre 80, je reçois la visite de deux jeunes qui venaient de sortir de l'ENA, qui me proposent de venir m'aider pour préparer la campagne présidentielle de François Mitterrand. Il n'y avait pas beaucoup de monde à l'époque pour le faire, puisque tout le monde pensait que Giscard serait réélu et tout le monde pensait que le candidat de la gauche serait Michel Rocard. Et ces deux jeunes s'appelaient Ségolène Royal et François Hollande. Ils sont venus me voir ensemble. Je les ai trouvés très intéressants. Je les ai pris avec moi dans l'équipe de campagne. « 1981. L'alternance tant attendue à gauche fait rêver tout un peuple. François Mitterrand a promis de changer la vie, alors que c'est le monde qui change, avec la fin des 30 Glorieuses, les crises, le chômage. En attendant, sa victoire accélère le parcours des voltairiens. Notre génération d'étudiants n'avait jamais connu la gauche au pouvoir. Donc pour nous, c'était le vrai changement, enfin, avec des attentes extraordinaires, des possibilités qu'on imaginait extraordinaires. Et voilà, c'était comme la libération à une autre génération. Là, tac, ça bascule. Donc c'est ça qui donne une situation assez étonnante où une promotion majoritairement à gauche se trouve majoritairement plongée dans la responsabilité d'État. Donc il y a eu un appel d'air absolument formidable pour que les anciens de notre promotion rejoignent des cabinets ministériels à un moment où beaucoup de choses devaient être faites. Mais voilà, il y a une alternance forte, il y a une alternance puissante, il y a un besoin de tous ces talents. Et c'est vrai que l'appel d'air est tellement puissant que plusieurs, François Hollande et Ségolène Royal en font partie, se retrouvent immédiatement plongés dans l'action administrative, politique, au sein de cabinets, que ce soit celui du président de la République ou que ce soit des cabinets de ministres. Quand François Mitterrand m'a demandé de constituer une équipe autour de moi à l'Élysée, je les ai pris parmi d'autres. Mais comme ils étaient trop jeunes pour avoir le droit officiellement de sortir de leur corps, qui était l'un la Cour des comptes et l'autre le tribunal administratif, je les ai pris en officieux. Donc ils avaient un bureau officieux, mais ils étaient quand même là à plein temps à l'Élysée et leur corps fermait les yeux sur leur statut. Beaucoup de gens ont leur carte du Parti socialiste ou sont de gauche. Alors, bien sûr, arrive 81, et ce sont ces gens-là, très logiquement, car
On oublie aujourd'hui ce que c'est que l'alternance, mais il y avait besoin d'alternance dans ce pays. Mais très logiquement, ce sont ces gens-là qui se retrouvent dans les cabinets ministériels et donc aux commandes de l'appareil d'État. Et ce sont ces gens-là qui sont derrière le nouveau pouvoir qui était assez désarçonné. Je me souviens à l'arrivée de Pierre Mauroy à Matignon, c'était pas facile pour un vrai militant socialiste, pour un homme d'appareil, de se trouver à la tête de la haute administration et de tout ce qui était encore à l'époque les entreprises publiques. On avait eu le même phénomène en 1958. Après l'arrivée du général, il y a eu une montée de très jeunes fonctionnaires qui ont remplacé au fond les cadres de la 4e République. Je vais au ministère de l'Intérieur, au cabinet de Defer, où je rencontre d'ailleurs Jean-Marie, qui l'avait rejoint aussi, et je commence une carrière, entre guillemets, en tout cas une série de 6 cabinets ministériels. Et on a l'impression à la fois de servir l'intérêt général et de participer en fait à la mise en œuvre de grandes réformes, enfin la grande réforme de la décentralisation. C'était passionnant. C'était vraiment une des grandes réformes de la République. Enfin, on est 30 ans après, elle reste essentielle. Un certain nombre des élèves qui faisaient partie de la promotion se sont retrouvés aux responsabilités et ont eu à cœur de pousser leurs idées, en tout cas ceux auxquels ils avaient cru lors des travaux à l'ENA. On avait fait tout un séminaire, par exemple, sur la décentralisation, tous les aspects de la décentralisation. C'était impressionnant de voir que les rapports qui avaient été rendus pour juin 80 servaient, avec d'autres, de base aux travaux de la décentralisation un an après. Et notre sujet, c'était le livre et la lecture demain. Et nous avons écrit dans notre rapport qu'il y avait une seule solution pour sauver le livre, c'était le prix unique du livre. Il n'empêche que notre jury n'était pas complètement convaincu de ça, puisqu'il nous a mis la plus mauvaise note. En 81, Jacques Lang est nommé ministre de la Culture, et la première décision qu'il fait voter au Parlement, c'est le prix unique du livre. Les avancées, l'abolition de la peine de mort, il y a des choses qui resteront dans l'histoire. Mais sur le plan purement économique, vraiment, le sentiment que j'avais, c'est que tout le monde était dans une certaine irresponsabilité. Si on faisait référence à des personnages politiques d'aujourd'hui, si vous voulez, je dirais un peu que les gens à la Mélenchon, si vous voulez, tenaient le haut du pavé. Bon, voilà, il n'y a qu'à, il faut faire ça, et puis après, vous vous débrouillerez avec les contraintes financières. Et donc, ça a duré, ce qui paraît extraordinaire quand on y pense maintenant, 2 ans. Dans l'euphorie de cet été 81, la vague rose propulse à l'Assemblée nationale un premier voltairien, Michel Sapin, élu député de l'Indre. Son compère François Hollande part défier Jacques Chirac en Corrèze. En chemin, il s'arrête à Argenton-sur-Creuse pour recharger les batteries et parler politique encore et toujours. À l'époque, on était à mi-chemin en termes de temps entre Paris et la Corrèze, et donc descendre en Corrèze, c'était passer par Argenton-sur-Creuse. Même si François ou ceux qui l'aidaient dans cette campagne très difficile passaient rapidement. Moi, j'étais aussi en campagne, mais voilà, plus simplement à partir de ma base et avec les militants qui me soutenaient depuis longtemps. Donc François Hollande, au début, était en Haute-Corrèze, et c'était plutôt un problème pour Jacques Chirac que pour moi. Et de ce point de vue, il avait un réel talent pour mordiller les chevilles de Chirac, qui à l'époque, ne l'appréciait pas autant qu'il l'a apprécié par la suite. On peut supposer qu'un énarque comme vous, jeune, ait quelques ambitions. Alors vos camarades du PS, ils vous balancent, si j'ose dire, dans un fief chiracien, en sachant pertinemment que vous allez perdre. C'est pas très gentil, ça, non? Mais si, c'est très gentil. D'abord parce que je n'ai pas été balancé en Haute-Corrèze, je me suis balancé moi-même. Et deuxièmement, vous avez dit que j'étais jeune, donc j'ai tout le temps devant moi et il n'y a pas besoin d'être forcément pressé pour faire de la politique. 1983. Les rêves de 81 se fracassent sur le mur des réalités économiques. François Mitterrand doit choisir entre le socialisme et l'Europe. Il choisit l'Europe et la rigueur. Les anciens élèves de Raymond Barre négocient ce virage politique sans état d'âme. Ce que je dis simplement, c'est qu'à partir du moment où les idées de Jacques Delors et de Michel Rocard commencent à prendre le dessus, ce sont des idées très proches des idées que j'ai appelées baro-giscardiennes, ces gens qui ont été formés à ça se retrouvent à l'aise avec cela. Et donc, on fait tout naturellement appel à eux, où étant là, ils s'investissent dans le tournant de la rigueur. Moi, je faisais partie des gens qui faisaient des notes pour Jacques Delors.
le souvenir très précis que j'ai, c'est que nos alliés à l'Élysée, c'était Jacques Attali et sa bande, donc François Hollande. Nos alliés au moment du tournant de la rigueur, c'est-à-dire de la raison. Donc on était là aussi, si vous voulez, parfaitement en phase et en parallèle. Moi, j'ai pas eu de problème, de difficulté, parce que je pensais que un déficit, c'est un déficit, qu'un sou, c'est un sou, que le réel s'impose et que si on veut transformer le réel, il faut d'abord commencer par prendre en considération le réel. Donc, moi, issu du rocardisme, ce tournant dit de la rigueur ne m'a pas posé de problème, mais n'empêche, c'était quand même un choc pour la gauche globalement que d'avoir à modifier certains logiciels. Échange entre le président et l'un des photographes, Claude Azoulay, qui l'a suivi pendant tout le septennat et qui lui a consacré un livre, un album de photos. 1988, François Mitterrand est réélu. Au culot, Ségolène Royal lui demande une circonscription. À l'arrivée, les voltairiens se retrouvent à 5 à l'Assemblée. Ségolène Royal et Michel Sapin, réélus, Frédéric Bredin et Jean-Marie Cambacérès, et François Hollande, qui s'implante en Corrèze face à un autre ancien de la promo, le très chiracien Raymond Max Aubert. On n'avait pas de candidat à Tulle. Et donc, je me souviens encore que Jacques Chirac m'avait dit « Allez-y, c'est foutu d'avance, mais il faut témoigner ». Donc, je suis allé témoigner. Et finalement, le résultat n'a pas été dramatique pour la droite. François Hollande a été élu largement, mais il a été élu avec 53% des voix. Et j'avais eu 47% des voix. Et donc, ça a été le début des différents combats électoraux que nous avons eus, François Hollande et moi, puisque je crois qu'on s'est rencontrés 7 fois. Ceci dit, il y avait même des moments où il y avait une forme de complicité entre nous, parce que nous étions les deux énarques qui s'étaient installés sur le même fief, ce qui amusait d'ailleurs une partie de la presse, il faut reconnaître, en tout cas la presse locale. 1992, 3 voltairiens découvrent les ors du pouvoir dans le dernier gouvernement bérégovois. Ségolène Royal, Frédéric Bredin et Michel Sapin. En ces années de fric et de frime, d'autres découvrent les joies du secteur privé et des gros salaires. C'est le pantouflage. Dès 89, Henri de Castres rejoint AXA. Il est très net que ce sont largement des membres de la Convention Voltaire qui ont commencé à pantoufler. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sortis en 80, ils sont donc entrés dans les cabinets entre 82, 3, 4, puisqu'il faut normalement avoir quelques années d'expérience pour entrer dans les cabinets. Et donc, au moment, avant 86, ils ont été en situation de se faire nommer dans les banques et entreprises publiques. Et en 86, est tombé sur eux, sans qu'ils les cherchaient, la manne de la privatisation. C'est vrai qu'au bout de 2 ans, j'étais chef d'un bureau de 25 personnes au ministère des Finances, avec un pouvoir très important. Et c'est une très bonne formation, indiscutablement, le ministère des Finances. En revanche, l'administration a beaucoup de mal à gérer la carrière de ses cadres. C'est-à-dire, au bout d'une quinzaine d'années, je voyais à partir de 40 ans, les hauts fonctionnaires avaient beaucoup de mal, en fait, à trouver une place. Leur carrière était quasiment terminée, 40-45 ans. Et c'est ça qui m'a amené, en fait, à quitter l'administration au bout de 10 ans. Il y a une évolution, à mon avis, culturelle qui s'est faite entre notre génération qui croyait beaucoup à l'État et de façon très positive, qui pensait vraiment que l'État pouvait transformer la société, améliorer la vie des gens et qui avait envie d'être des grands serviteurs de l'État, comme ça s'appelait à l'époque. Et puis les générations d'après, peut-être 5 ou 6 ans plus tard, qui, en effet, sur fond de privatisation, sur fond d'argent roi, puisque c'était un peu la période qui voulait ça, ont vécu plus l'ENA comme un marchepied vers le privé. Je pars du Conseil d'État pour devenir avocat, mais je crée mon cabinet. Je ne suis pas débauché, comme ça a pu être le cas pour d'autres, par un grand cabinet international qui les recrute. Je n'ai pas été recruté, je ne suis pas parti dans un cabinet, j'ai créé un cabinet. 1993. Défaite électorale, suicide de Pierre Bérégovoy, François Hollande et la gauche sont dans la tourmente. Mais en 1997, Dominique de Villepin, l'éminence grise du président Chirac, rend un fier service à ses ex-condisciples de gauche. J'ai été élue sur des élections partielles, donc un peu avant la très belle dissolution organisée par Jacques Chirac et Dominique de Villepin, qui a permis à la gauche de revenir au Parlement. Le fait qu'il y ait effectivement 5 d'entre nous au cabinet de Lionel Jospin conduit, je pense, pour la première fois à
parler de la promotion Voltaire. Moi, je me souviens d'un article de l'Express qui s'appelait « La promo des promus ». Bon, en fait, il n'y avait aucune promotion particulière dans tout ça. Être membre du cabinet du Premier ministre 17 ans après la sortie de l'ENA, je dirais que c'est presque une évolution de carrière normale. Jean-Pierre Jouyet était directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, Jean-Maurice Ripper, le conseiller diplomatique, et moi-même, j'étais le conseiller économique de Lionel Jospin. Michel Sapin, de la promotion Voltaire, comme vous le savez, devenu ministre de la fonction publique, est venu me chercher pour me demander de diriger l'ENA, chose que j'ai acceptée avec grande joie. J'ai pris quelqu'un qui était de la promotion Voltaire, mais qui s'appelle Henri Paul, qui est un excellent directeur de cabinet, mais je ne l'ai pas pris parce qu'il était de ma promo de l'ENA. Je l'ai pris parce que je pensais que son énergie, son tempérament, sa capacité de travail allait être utile. Juin 2005, Voltaire a 25 ans. Les célébrités boudent l'anniversaire, elles ont autre chose à faire. Ce même mois, Dominique de Villepin accède au poste de Premier ministre. Comme les autres, il prend pour directeur de cabinet un voltairien, Pierre Mongin. Il choisit dans son gouvernement un autre voltairien, Renaud Donnedieu de Vabre, et retrouve dans l'opposition encore un voltairien. Monsieur Lefebvre, on va écouter Monsieur Hollande. Monsieur Gramet, taisez-vous. Monsieur le Premier ministre, en politique comme en toute chose, rien ne peut se construire sans la confiance. La confiance, vous l'avez perdue auprès des Français. Cette confiance, vous l'avez également perdue au sein de votre majorité, sinon vous auriez d'ores et déjà privatisé Gaz de France. D'ores et déjà, Monsieur le Premier ministre, cette attitude est doublement condamnable et je suppose condamnée ici même. Si c'était le cas... Merci. Attendez, Monsieur le Président, si c'était oui, le cas, non, ça voudrait dire que nous serions... Ça voudrait dire que nous serions dans l'irresponsabilité générale. Dans l'irresponsabilité générale, je dis bien, car ça voudrait dire qu'un président d'entreprise peut se comporter ainsi sans avoir été rappelé à l'ordre par l'État. Monsieur le Premier ministre. Monsieur Hollande, il est des moments dans la démocratie où l'on ne peut pas dire n'importe quoi. Il est des moments, Monsieur Hollande, dans une démocratie où on ne peut pas mélanger les carottes et les choux-fleurs. Et je dénonce, Monsieur Hollande, la facilité, et je dirais même, en vous regardant, la lâcheté qu'il y a dans votre attitude. Asseyez-vous. Je le redis, la lâcheté. Asseyez-vous. J'aime bien François Hollande, j'ai déjeuné en tête-à-tête quand j'étais ministre de la Culture, dans le débat sur le droit d'auteur et sur la licence globale, il ne m'a pas rendu le début de commencement de service. Et il n'a pas calmé ses troupes, et au contraire, il les a laissés faire le choix qui était le leur. Voilà, donc bon, c'est très bien comme ça. Juin 2007. À la surprise des anciens de la promo, à commencer par François Hollande, Ségolène Royal s'impose comme candidate de la gauche à l'Élysée. J'en fais aujourd'hui devant vous le serment. Vous êtes là pour que je tienne ma parole. Et cette parole, nous la tiendrons ensemble. Ces anciens condisciples de gauche se mobilisent, mais tièdement. J'ai été médusée par la manière dont elle est montée dans les médias et dont ensuite elle a décidé de faire une carrière politique au plus haut niveau. En 2007, les soutiens qui ont été apportés à Ségolène Royal étaient des soutiens de nature politique. Il pouvait y avoir aussi de l'amitié. Moi, j'avais de l'amitié, de la tendresse, enfin une connaissance. Bon. Mais c'est un soutien politique. J'ai fait la campagne de Ségolène Royal, alors pas auprès d'elle, parce que je n'avais pas gardé de contact avec elle, mais je l'ai fait sur le terrain, dans ma section. D'ailleurs, François Hollande, à l'époque, il m'avait dit de soutenir Ségolène, et puis moi, je me sentais proche d'elle, donc je l'ai soutenue, mais au niveau du terrain. Je n'étais pas dans les équipes nationales. La dernière primaire, celle qui nous a menés à la victoire, de mai 2012, était d'une autre nature. Le rassemblement qui s'est fait autour de François était un rassemblement politique, de ceux qui étaient dans la politique, mais aussi un rassemblement
qui a exprimé au fond tout ce que je vous décrivais, c'est-à-dire des itinéraires indépendants les uns des autres, des carrières indépendantes les unes des autres, mais un même état d'esprit, à un moment donné, la gestion d'un pays, la gestion à gauche de ce pays, et la gestion autour d'une personnalité qui est une personnalité extrêmement rassembleuse, à laquelle on a envie de donner de soi-même. Donc il y a eu un mélange beaucoup plus profond entre le politique et l'amical. En juin 2009, lorsqu'on organise notre premier colloque autour de François Hollande, à Lorient, en fait, on n'est que 3 de la promotion Voltaire, Michel Sapin, Jean-Marie Cambacérès et moi-même. Voilà, bon, c'est le début, on n'est pas très nombreux, mais c'est les premiers. Et puis après, les autres arriveront tranquillement. C'est surtout, je pense, 2010 qui était l'année où on a vu arriver beaucoup de Voltaire. Puis en 2011, là, on a été très nombreux. C'est important d'avoir un réseau de personnes qui sont des démocrates ou des républicains et qui veulent soutenir François Hollande. Et donc pour 2012, notre objectif, c'est que tu sois élu président de la République le 6 mai et que nous puissions, avec toi, fêter le retour de la France que nous aimons. Je ne dirais pas qu'on n'est pas socialiste, je dirais que beaucoup ne sont pas au parti socialiste, ce qui est quand même différent, parce qu'il y a des gens qui sont de sensibilité socialiste et de gauche, mais qui ne veulent pas aller dans les partis. Et nous, notre rôle, c'est d'attirer des hommes et des femmes qui ont voté pour d'autres, y compris pour Sarkozy, et qui votent dès le premier tour pour François Hollande. Si vous êtes là, c'est que vous me faites confiance. Soit parce que vous avez des fidélités anciennes. Je vois là des amis qui étaient dans ma promotion. Ils ne sont pas encore tous là parce que dans ma promotion, il y en avait de toutes sortes. Mais enfin, je dois avoir la majorité. Enfin, je ne l'ai pas perdu parce que je l'avais à l'époque. Ceux qui m'ont suivi pendant cette période de traversée du désert, ils se sont regroupés, c'est vrai. Je ne sais pas, plusieurs dizaines, ça qui d'ailleurs prouvait, ça m'a fait plaisir, un attachement à ma personne. J'avais été leur délégué, j'avais été leur représentant, et ils me choisissaient comme candidat. Mais ils n'ont eu aucune récompense. Parce que moi, je ne récompense pas la fidélité, je récompense la compétence. Merci. Merci. Merci, peuple de France, ici rassemblés, de m'avoir permis d'être votre président de la République. Quand on voit la manière dont la promo Voltaire, donc la promo de François Hollande à l'ENA, devient le vivier exclusif ou en tout cas prioritaire de toutes les nominations en France, on peut quand même s'interroger. Pourquoi tous ces voltairiens autour de François Hollande? Je crois qu'on est à nouveau aujourd'hui dans une période très difficile, dans laquelle il y a un combat mené vis-à-vis de l'extérieur. Les problèmes, ils sont à l'extérieur, ils sont dehors, ils sont dans le monde. Donc gagnons du temps sur la partie constitution d'équipe pour se mettre au travail. Je ne suis pas amateur de football, mais je pense que ça doit être un peu la même chose en matière de football. Vous allez faire l'équipe de France, dans un match super difficile, prenez des gens qui ont l'habitude de jouer ensemble. Je crois qu'effectivement, bien sûr, cette histoire commune, partagée, ce long fil de la vie qui nous relie, est une grande force dans le quotidien ici. Il connaît Pierre-René Lemas. Ce n'est pas un ami personnel. Et je pense qu'il n'a pas nommé justement Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Élysée, parce que là, c'était vraiment un ami personnel. Et je pense que ça aurait pu poser des problèmes ensuite dans l'exercice des responsabilités ou dans le fait que quelqu'un remplit une mission pour une durée déterminée. Je soupçonne que c'est sûrement un tout petit peu la promotion Voltaire, mais peut-être beaucoup plus ce qu'on a bien pu faire après la promotion Voltaire. Pierre-René Lemas et Sylvie Bach, je les ai connus à l'ENA. Donc j'appréciais leur qualité respective. Mais je les avais perdus de vue pendant toutes ces années. Je savais ce qu'ils faisaient. Pierre-René Lemas était devenu préfet, Sylvie Hubac avait eu des fonctions importantes au Conseil d'État. Et quand il s'est agi de constituer une équipe, je savais qu'il y avait là 2 hauts fonctionnaires de très grande qualité, et avec lesquels j'avais en plus une complicité née de ces années passées à l'ENA. Alors pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Donc je les ai appelés auprès de moi.
C'est simple. Dominique Villemot, au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Dominique Villemot, une fatalité pèse sur vous. Vous êtes sorti de la fameuse promotion Voltaire de l'ENA. Toute distinction d'un de ses membres devient suspecte. Elle apparaît comme une faveur, une indulgence, pour ne pas dire une connivence, un privilège. Je m'en voudrais presque d'avoir réussi le concours cette année-là. Si ça devait affecter la lucidité des commentateurs sur les mérites des anciens élèves issus de cette promotion, qui ne me doivent rien, à qui je dois peut-être beaucoup. J'ai 58 ans. Donc ceux qui étaient avec moi à l'ENA ont à peu près le même âge, un peu plus ou un peu moins. Et avant même que je ne devienne président de la République, ces condisciples de l'ENA, et notamment ceux qui m'étaient les plus proches, ont eu de belles carrières, sans que je n'ai eu à intervenir, puisque j'étais dans l'opposition. Par exemple, Jean-Pierre Jouyet, puisque ça a été lui qui a, à un moment, suscité ce type de commentaires. Il a été directeur du Trésor, il a été même secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy. S'il est devenu directeur général de la Caisse des dépôts, c'est parce qu'il était le meilleur à ce poste. Et d'ailleurs, personne ne l'a contesté. C'est pas parce qu'il était passé dans cette promotion Voltaire ou parce qu'il était un ami du service militaire. Ça va finir par être terrible, parce que le fait d'avoir été de la promotion Voltaire va finir par être un handicap terrible pour être nommé où que ce soit dans la République. Mais je veux rassurer tous ceux qui sont très très inquiets, une bonne partie de la promotion Voltaire est bientôt à la retraite.